Les premières traces humaines connues en France remontent à 1,2 million d'années. Mais c'est il y a 45 000 ans que l'Homo sapiens arrive sur le territoire. Quoi? Viens voir, on va enfin pouvoir manger. Les premiers humains ne font que traverser le paysage. Ils vivent niques de chasse, de cueillette, et suivent dans les troupeaux au fil des saisons. Un jour, quelqu'un a l'idée révolutionnaire de planter une graine. C'est le début de l'agriculture. Plus besoin de se déplacer, les premiers villages apparaissent. Plusieurs peuples commencent à s'installer, mais c'est finalement les peuples celtiques qui vont occuper la majorité du territoire. Est-ce qu'on peut dire que les Celtes sont unis? Non, pas vraiment. Ils ont une culture commune, mais chaque tribu a ses règles et ses traditions. Ils font du commerce entre eux, mais aussi la guerre. Des Grecs fondent une ville dans le sud et font du commerce avec les Celtes. Et voilà. Bon, maintenant, on fait quoi? On n'a qu'à leur vendre des trucs. On vend du vin et des olives. Pendant ce temps à l'est, une autre ville commence à gagner en importance. Rome, elle conquiert de plus en plus de territoire. Un jour, Massalia entre en conflit avec ses voisins. Elle demande de l'aide à Rome. Rome, on a un petit problème avec nos voisins. Pas de souci, on arrive. Tiens, c'est sympa ici. On va peut-être rester un petit peu plus longtemps. Rome intervient plusieurs fois pour lui venir en aide. Elle finit par conquérir une partie du territoire qui devient la Gaule narbonnaise. Un Romain nommé Jules César en devient le gouverneur. Mais Jules, il est du genre ambitieux. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la richesse et la gloire. Il déclenche la guerre des Gaules pour étendre son pouvoir. Vercingétorix réunit les Celtes pour l'affronter. Après de nombreux combats, il se fait encercler à Alésia. Veni, Vidi, Vici. La Gaule romaine est organisée en 4 provinces. Les Gaulois conservent leur mode de vie, mais doivent de payer un impôt. Je suis un homme libre. Mais bien sûr. Mais les Romains ne se contentent pas de réclamer un impôt. Ils apportent une période de paix et de stabilité qui favorise le développement. Ils modernisent les villes et les routes. La culture gauloise et romaine se mélange. La Gaule devient l'une des régions les plus peuplées de l'Empire. Avec les Romains arrive aussi une nouvelle religion. Au début, les Romains ne les apprécient pas. Alors, ils les jettent dans des arènes pour qu'ils se fassent dévorer par des animaux, mais finalement, ils décident qu'ils les apprécient. Alors, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire, le 31 décembre de l'année 406. Comme tous les ans, les Romains se réunissent au bord du Rhin pour fêter la nouvelle année. 10, 9, 8, 7. L'Empire romain connaît une succession de crises économiques et de guerres civiles. Incapables de sécuriser ses frontières, les peuples germains s'installent progressivement en Gaule jusqu'à l'effondrement de l'Empire. Parmi les peuples germains, les Francs unis par leur chef Clovis vont conquérir le royaume de Syagrius, le dernier chef romain de Gaule. La femme de Clovis a une grande influence sur lui. « Clovis, je suis chrétienne, il faut que tu te fasses baptiser. » « Non. » « D'accord. Donc tu ne veux pas renforcer ton pouvoir et former plus d'alliances? » « J'accepte. » Il accepte de se convertir au catholicisme et devient le premier roi chrétien des Francs. Il crée ainsi la première grande famille de dirigeants du territoire, les Mérovingiens. Il gagne le soutien des peuples gallo-romains catholiques présents chez ses voisins, ce qui lui permet de les conquérir à sa mort. Comme le veut la tradition franque, Clovis divise le royaume entre ses fils. « Mes fils, écoutez, le royaume va être divisé. Vous allez recevoir chacun une partie. On est bon. Pas de guerre entre vous. Non, non, t'inquiète. Ouais, pas de souci. Les descendants de Clovis vont passer leur temps à se faire la guerre. Le pouvoir est à chaque fois divisé entre les fils, ce qui entraîne de nombreux conflits pour la succession. Est-ce qu'on peut dire que les Francs font mieux que les Romains? Pas vraiment. Baisse de la population, épidémie, effondrement du commerce. Les nombreuses guerres de succession affaiblissent la famille mérovingienne. Les maires du palais, qui sont des sortes de premiers ministres,
vont peu à peu prendre leur place. Quand Charles Martel devient maire du palais, les rois mérovingiens n'ont plus qu'un pouvoir symbolique. C'est lui qui dirige le royaume. Il repousse une armée musulmane et unit les Francs. À sa mort, Charles Martel partage son pouvoir entre ses deux fils. Mais Carloman finit par se retirer pour devenir moine. Pépin le Bref réunit le royaume. Il renverse le dernier mérovingien et se fait élire roi par les guerriers francs. Il se fait sacrer par le pape avec ses fils. C'est le début d'une nouvelle famille de rois, les Carolingiens. Pépin le Bref récupère l'Aquitaine et étend le royaume. À sa mort, le royaume est encore divisé entre ses deux fils. Mais la mort de Carloman permet à Charlemagne de réunifier une nouvelle fois le royaume. Que va faire Charlemagne maintenant que le royaume est unifié? S'arrêter là? Non, lui, il veut plus. Roi des Francs, c'est bien, mais empereur, c'est mieux. Il passe son temps à faire la guerre, conquiert la moitié de l'Europe et se fait couronner empereur par le pape le 25 décembre 800. Charlemagne, à sa mort, décide encore de suivre la tradition franque, partager l'empire entre ses fils. Mais il n'a qu'un fils survivant, Louis le Pieux, qui devient donc à son tour empereur. L'empire est unifié, et Louis trouve ça plutôt pas mal. Il décide de ne pas suivre la tradition franque. Il veut désigner un seul héritier pour maintenir la paix. Mais ses autres fils lui déclarent la guerre. Louis finit par céder et divise l'empire. Ses fils se font la guerre pour la succession après sa mort. Il signe finalement le traité de Verdun en 843. Charles le Chauve obtient la Francie occidentale. Mais ce royaume est tout sauf unifié et une nouvelle menace arrive par les côtes, les Vikings. « Bonjour, vous êtes qui ?»« Un Viking. On vient piller vos richesses et brûler vos maisons. » Incapables de protéger un royaume divisé, les rois carolingiens perdent en influence au profit des seigneurs locaux. En 987, le dernier carolingien meurt sans héritier. C'est Hugues Capet qui est choisi pour devenir roi. C'est le début de la dynastie des Capétiens. Ils mettent fin au partage du royaume. L'aîné est l'unique héritier. Pour s'assurer le soutien du royaume, le fils est sacré du vivant de son père. Mais un problème surgit à l'ouest. Le comte d'Anjou devient roi d'Angleterre et épouse l'ancienne reine de France, duchesse d'Aquitaine. Le roi d'Angleterre est son vassal. Philippe Auguste décide de reprendre le contrôle de ses territoires. C'est à cette période que le titre « roi de France » commence à être utilisé. Le royaume s'unifie. Hausse de la population, croissance économique, mais le climat se refroidit. C'est le petit âge glaciaire. L'été récolte baisse, la population augmente. C'est la famine. La France est affaiblie par cette crise. Une crise de succession éclate à la mort du dernier Capétien direct. Deux prétendants s'affrontent. Le roi d'Angleterre revendique le trône, mais les seigneurs français choisissent Philippe de Valois. C'est le début de la guerre de 100 ans. En plus de la guerre, la peste noire décime la population. Elle tue un tiers des Français. La guerre dure en réalité 116 ans, faite de trêves et de combats. Les archers anglais déciment la chevalerie. Le roi est fait prisonnier, les Anglais occupent le territoire. Une guerre civile éclate entre Armagnac et Bourguignon. Le royaume est au bord de l'abîme. C'est alors qu'intervient Jeanne d'Arc. Elle libère Orléans et redonne espoir au peuple français. Le roi Charles VII est sacré à Reims. Les Anglais sont chassés. C'est la fin de la guerre de 100 ans. Après la guerre, les rois de France se tournent vers l'Italie. C'est le début des guerres d'Italie. C'est un affrontement long et coûteux contre la puissante famille des Habsbourg et Charles Quint. Charles Quint encercle la France. François Ier doit s'allier à l'Empire ottoman pour résister. Mais ces guerres diffusent la Renaissance. François Ier fait venir Léonard de Vinci et bâtit des châteaux. Cependant, le coût est énorme et la France fait banqueroute. Un nouveau conflit surgit, les guerres de religion. Catholiques et protestants s'affrontent violemment. Henri IV finit par pacifier le pays avec l'édit de Nantes.
Louis XIII et Richelieu renforcent la monarchie absolue et centralisent tous les pouvoirs. À sa mort, Louis XIV n'a que 4 ans. La régence est assurée par Anne d'Autriche et Mazarin. Adulte, Louis XIV décide de gouverner seul. C'est le sommet de l'absolutisme. L'État, c'est moi. Il construit Versailles pour éblouir l'Europe et contrôler la noblesse. La France est la première puissance. À sa mort, après 72 ans de règne, le pays est épuisé. Louis XV lui succède dans un climat de changement. C'est le siècle des Lumières. Les philosophes comme Voltaire critiquent le pouvoir absolu et l'injustice. La société s'est divisée en 3 ordres inégaux. Le tiers-État paie les impôts pour tout le monde. Louis XVI monte sur le trône alors que l'État est surendetté. La situation devient explosive. Il tente des réformes pour faire payer les privilégiés, mais la noblesse et le clergé refusent tout. Louis XVI convoque les États généraux en 1789. Le tiers-État se proclame Assemblée nationale. Le 14 juillet, les Parisiens en colère prennent la Bastille. C'est le début de la Révolution française. L'Assemblée abolit les privilèges et proclame les droits de l'homme. La France change de visage. Louis XVI tente de s'enfuir, mais il est arrêté à Varennes. La méfiance envers le roi est totale. La guerre éclate contre l'Europe. La monarchie est renversée en 1792. C'est la première république. Louis XVI est exécuté. La terreur s'installe avec Robespierre pour éliminer les ennemis de la Révolution. Puis le calme revient. Un jeune général, Napoléon Bonaparte, enchaîne les victoires militaires éclatantes. Il prend le pouvoir en 1799 et se fait sacrer empereur en 1804. Il domine toute l'Europe continentale. Mais l'invasion de la Russie est un désastre total. La France est envahie, Napoléon est exilé. Les rois Bourbons reviennent avec la Restauration. Mais le peuple n'oublie pas ses nouveaux droits. En 1830 et 1848, de nouvelles révolutions éclatent. Louis-Napoléon Bonaparte est élu président. Il suit l'exemple de son oncle, fait un coup d'État et devient l'empereur Napoléon III. C'est une période de modernisation industrielle intense, mais la défaite de 1870 contre la Prusse le renverse. La Troisième République s'impose. Elle instaure l'école gratuite, laïque et obligatoire pour tous. Les tensions montent en Europe. En 1914, l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo déclenche la Grande Guerre. Les soldats vivent l'horreur des tranchées, notamment à Verdun. La France gagne en 1918, mais est dévastée. Après les années folles, la crise économique de 1929 frappe. En Allemagne, Hitler prépare la guerre. En 1940, la France est envahie. Le maréchal Pétain collabore, mais De Gaulle lance l'appel du 18 juin. La résistance et les Alliés libèrent la France en 1944. C'est la fin du cauchemar nazi. On crée la 4e République, puis la 5e en 1958, avec le retour de Gaulle au pouvoir. C'est l'histoire de notre pays, une épopée de courage et de liberté qui continue encore aujourd'hui. Abonnez-vous pour découvrir plus d'histoires fascinantes sur notre passé et notre avenir.